parce que ce n'est que les techniques de base de la photogrammétrie classiques en fait qui ont été transposées avec plus de simplicité quand même avec les drones. Donc, ensuite, des applications topographie et d'autres applications également qui peuvent intéresser d'autres personnes. Enfin, vous allez conclure. Alors, en guise d'introduction, moi j'ai 3 questions pour vous. J'aurai besoin de 3 personnes également qui vont me dire qu'est-ce qu'ils peuvent répondre à travers ces questions. D'abord, c'est quoi la photogrammétrie? Comment s'intègre-t-elle dans ce que vous faites? Et est-ce que vous avez une idée de son intérêt en topographie? Donc, j'ai besoin de 3 personnes pour répondre à ces questions-là. N'hésitez pas. Moi, c'est que je réponds, il faut répondre. Non, toi, tu commences. Tu commences. Je te donne la parole. Je commence par quelle question, Masque? Tu réponds à la question que tu veux. Hein. C'est quoi la photogrammétrie? Je vais commencer par la définition. Selon moi, pour moi, je pense que c'est la photogrammétrie. Oui. T'écoutes, vas-y. Bon, parce que moi, c'est la photogrammétrie, c'est une science qui permet, à l'aide de prise de vue, des images aériennes, de permettre d'obtenir des informations sur une zone donnée, est-ce que d'obtenir aussi la géométrie des images qui composent cette zone. D'accord. Donc, des prises de vue aériennes pour avoir des informations. Exactement. Qui peut répondre à la deuxième question? Ou qui a une idée? Vous n'êtes pas en cours, hein, les gars. Et c'est pas un examen aussi. Mbeng. Mbeng, tu m'entends? Je peux pas voir les messages en fait. Quand je présente ça, vous allez retourner pour voir les messages. Donc, il faut prendre le micro et parler. Sinon, j'essaie de me connecter avec mon téléphone pour voir. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon, la photogrammétrie s'intègre à ce que nous faisons, soit en ajoutant une couche complémentaire, ou bien soit en rendant beaucoup plus facile ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire... Allô? Oui, vas-y. Ça dit, elle rend beaucoup plus visible et beaucoup plus facile ce que on est en train de faire, surtout dans le domaine de... Oui, vas-y, excuse-moi. Je perds le... Oh. Qu'est-ce que tu appelles couche? Tu n'entends plus, tu as dit ajouter une couche. Ensuite, faciliter le travail. Qu'est-ce que tu appelles couche? Couche, en fait, j'appelle couche le domaine d'intervention, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, nous faisons, par exemple, le suivi. La photogrammétrie peut nous aider à avoir beaucoup plus de données et à avoir une facilité de les analyser et de les interpréter en le confrontant avec l'environnement, évidemment. Le milieu d'études. Ça, je peux vous dans mon domaine, quoi.
Je sais pas. D'accord, merci. Tu es géomaticien? Non, non. Je suis écologue de formation. Ok, super. Ouais. Troisième question, donc qui prend la parole? Oui, bon, Oui, allô? oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, je vais prendre la troisième question. Mhm. Alors, oui, concernant voilà, une idée géométrie en topographie, je vais commencer par l'intérêt de la photogrammétrie en topographie. Quoi. Oui, vas-y. Allô? Oui, Oui, voilà. vas-y. Comme la topographie, voilà. Comme la topographie est la science voilà, qui représente une portion de la Terre par exemple, sur un plan, bon, c'est-à-dire consiste à aller sur le terrain, faire des levées et autres. Donc, la photogrammétrie va nous faciliter beaucoup de choses, c'est-à-dire faire des on peut faire sans même être sur le terrain, quoi. Avec pour lancer, par exemple, des drones ou bien des avions, faire des prises de vue, après restituer pour tenir l'ensemble des points qu'on a, qu'on aura besoin pour faire certains traitements. Voilà. On peut faire de la topographie sans être sur le lieu. C'est ça, ma réponse, quoi. D'accord, merci. Donc, merci d'avoir répondu donc à différentes questions. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Ou bien, quelqu'un peut ajouter quelque chose? Ou bien c'est bon? Vous avez la parole. Bonjour. Oui. Bonjour. Par rapport à ce que vient de dire Bara, donc je peux juste ajouter que la photogrammétrie peut permettre aussi de faire un état des lieux sur le terrain. Donc sans même être sur le terrain, quoi. Ce qu'il vient d'expliquer, quoi. C'est-à-dire lancer des drones et avoir toutes les informations requises sur le terrain, sans même y être. Si tu n'es pas sur le terrain, tu es où? Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Donc, tu peux être quelque part, près de ce terrain-là et avoir les informations. C'est-à-dire que si on dit que être sur le terrain, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sur le terrain complètement, quoi. Tu n'es pas complètement sur le terrain. Donc, tu es quelque part. Donc, tu n'as pas besoin de trop se déplacer pour avoir les informations. D'accord, ok. Donc, bon, d'une manière générale, en fait, ou bien quelqu'un veut parler? Bon, j'aimerais rajouter quelque chose sur Oui. la photogrammétrie en général et ce qu'il vient de dire. En réalité, la photogrammétrie, c'est à partir d'un ensemble de clichés, un ensemble de photos qui ont été prises sur le terrain. Si tu parles d'être sur le terrain, en réalité, c'est de ne pas cheminer, soit de ne pas faire des stations, mais d'être sur un point et de piloter son appareil, afin d'avoir un ensemble de clichés. Et après, au niveau du bureau, on va faire un traitement de ces photos pour avoir un ensemble de points, ce qui va répondre à la deuxième question. Si on a cet ensemble de points, cela dépend du type de travail que l'on veut mener et du type de projet que l'on est en train de faire. Ok. Et donc, voilà, en grosso modo, c'est ça, quoi. Maintenant, on ne va pas être côte à côte au niveau du terrain parce qu'il y a des points qu'on ne peut pas lever, par exemple, étant physiquement sur le terrain, mais le drone, lui, il peut accéder à certaines parties sur lesquelles la personne ne pouvait pas y aller, quoi. C'est pour faciliter en quelque sorte le travail du topographe. D'accord. Merci déjà pour vos différentes contributions. Bon, dans le cadre général, je voulais dire que voilà, c'est à peu près donc des réponses qu'on peut
acceptables et qui correspondent donc à ce que j'attendais. La photogrammétrie, d'une manière générale, donc c'est des techniques et des matériels en fait. Donc, si on dit technique et matériel, donc ça dépend de ce qu'on utilise. Aujourd'hui, on parle de l'outil drone, mais ce n'est pas uniquement l'outil drone qui peut être utilisé pour faire de la photogrammétrie. Votre appareil téléphone portable peut être utilisé pour faire de la photogrammétrie, car ce n'est qu'une donnée obtenue à partir de prise de vue, donc des différents clichés qui sont obtenus. Donc, tu peux faire de la photogrammétrie avec ton téléphone, tu peux en faire avec un avion, comme ça se faisait. On peut en faire également avec un drone. Et avec un appareil photo numérique également, en étant sur Terre. Donc, il y a la photogrammétrie terrestre également qui existe. Mais aujourd'hui, on parle essentiellement de la photogrammétrie aérienne, donc basée sur les drones. Comment s'intègre-t-elle dans ce que vous faites? Par exemple, moi, ça m'aide à avoir des images que je vais reconstruire. Donc, pour finir, bon, je vais expliquer à peu près le processus. Donc, pour finir par avoir une ortho-image. L'ortho-image, là, j'en tire des informations spectrales et radiométriques, les analyser, ensuite faire des modèles de prédiction là-dessus, avoir des paramètres, donc des paramètres mesurés au sol, en fait. Donc, je fais une comparaison à partir de données images et les données au sol pour pouvoir prédire donc ces données sol-là et bon, le mot est difficile. Donc, m'en passer pour que une prochaine fois, si je veux avoir ces données sol-là, j'utilise uniquement un drone, par exemple, pour avoir ces données. Donc, c'est les conceptions de modèles en agriculture. Une idée de son intérêt en topographie, on peut dire des lieux. Oui, on peut faire des relevés topographiques donc en utilisant un drone, mais en prenant certaines dispositions quand même. C'est pas n'importe comment qu'on va faire ça. Et on sera sur le terrain. J'aime pas le propos de sans être sur le terrain parce qu'il faut être sur le terrain. Il faut bien vérifier ce qu'il y a au niveau du terrain, savoir ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Et parce que dans la plupart des cas, il faudra faire des compléments en fait. Et ces compléments sont souvent faits en utilisant un appareil topographique. Parce que la photographie, elle ne peut pas voir tout ce qui est en dessous de la végétation. Et donc, si tu as besoin des informations là-dessus, il faudra naturellement compléter donc, à partir d'un relevé topographique en utilisant un appareil GNSS. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là. Alors, de la photogrammétrie. Donc, la photogrammétrie, donc, pour tout ce qu'ils auront fait, en fait, ils ont dû voir ce schéma-là, qui est un schéma très important pour faire de la photogrammétrie. Donc là, j'ai un peu inversé orientation interne et orientation externe. On a en gros 3 types d'orientation en photogrammétrie. On a l'orientation interne, on a l'orientation externe qui est décomposée en 2, parce qu'il s'agit de l'orientation relative et l'orientation absolue. Et de ce fait, ces 3 types d'orientation en fait sont des principes fondamentaux en fait pour faire de la photogrammétrie. Bon, je ne vais pas vous poser question par rapport à ça, je vais vous expliquer. Donc, l'orientation interne, donc, qu'est-ce que ça correspond en fait? Uniquement à faire coïncider le point image, le point objet et le centre de perspective, donc sur une même ligne droite. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, on cherche à vérifier une collinéarité en fait. Je vais en revenir plus tard parce que quand on va aller maintenant en drone, on parlera de collinéarité, mais on va plus de corrélation donc, entre les différents points pour ce qu'on appelle la recherche de points homologues. Et donc, pour faire maintenant l'orientation relative, donc là, vous voyez dans le schéma, donc on a 2 vecteurs, même le vecteur translation, donc on a le vecteur donc, qui vient de la première image, le vecteur V1, le vecteur V2 qui vient de la seconde image, excusez-moi, et le vecteur de translation. Donc, ces 3 vecteurs-là doivent être sur un plan. Et c'est ce plan-là qu'on appelle le plan épipolaire, en fait. Et quand ces
au niveau du plan épipolaire. Donc, c'est là où on peut parler du fait de retrouver les faisceaux, en fait. Il y a 5 minutes à poser des questions. Parce que c'est des termes, en fait, bon, chaque science a son jargon quand même. Et on est obligé d'utiliser ces termes-là pour expliquer. Donc, on cherche à projeter des faisceaux partant du centre optique de chaque prise de vue et passant par les pixels aux images homologues. Des pixels homologues aux images. Donc, ça nous permet de réaliser l'orientation relative. Et maintenant, quand on en vient maintenant à l'orientation absolue, c'est simple. L'orientation absolue, ce n'est rien d'autre que de passer des coordonnées images aux coordonnées terrain. Donc, c'est ce qu'on appelle communément le géoréférencement, en fait. Tout ce qui est coordonnées images, on les transpose aux coordonnées terrain en recalage. Est-ce que c'est bon pour vous? En orientation interne et orientation relative, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à rechercher les points homologues, à calculer la position des pixels. La recherche des points homologues va se faire par corrélation. Parce que qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous faites votre planification de mission de vol. Vous allez définir des paramètres importants. Bon, là, je me prends un peu en avance parce que ça aussi, ça va venir. S'il n'y a pas de questions, je vais avancer pour en arriver là-bas. Je pourrais plus débattre sur ça en fait quand je vais arriver là-bas au lieu de le dire maintenant. Là, je vous montre rapidement donc, les différents types de drones. Donc, il y a les drones à voilure tournante, les drones à voilure fixe qu'on appelle les fixed wing, et une nouveauté qui sont les drones hybrides ou VTOL. Donc, les drones hybrides ou VTOL, c'est une combinaison donc, des deux premiers. Et pour ne pas prendre du temps, donc, je vais répondre. Bon, quels sont les avantages donc, du drone à voilure tournante? Donc, comme vous le voyez, c'est des drones à rotor en fait. Et ces drones-là, donc, leurs avantages, c'est qu'ils peuvent décoller et atterrir donc, sur une petite superficie. Donc, on n'a pas besoin d'une grande superficie ou bien d'une zone dégagée pour pouvoir faire le décollage et l'atterrissage. Inconvénients, ils sont limités en termes de batterie parce qu'ils ne fonctionnent qu'avec les moteurs. Contrairement aux fixed wing, donc, ils sont des drones où il est nécessaire donc d'avoir une grande superficie, une zone dégagée parce qu'ils décollent et atterrissent comme un avion. Donc, ce qu'on appelle les drones à voilure fixe. Leur avantage également, bon, ça c'est un inconvénient quand même, l'espace. En termes d'avantage, donc ils planent quand ils sont au niveau de l'espace. Ils planent, c'est-à-dire n'utilisent pas les moteurs donc, en faisant leur mission de vol, sauf pour atterrir et décoller. Donc, quand ils sont au niveau de l'espace aérien, ils deviennent des planeurs. Donc, c'est pour ça même que vous allez entendre des gens, ils vont parler directement de planeurs. Et là, vous avez un drone hybride. Donc, ils ont combiné les avantages du drone à voilure tournante et les avantages du drone à voilure fixe pour faire un drone hybride qu'on appelle les VTOL. VTOL, ce n'est rien d'autre que Vertical Takeoff and Landing. Donc, ce qui veut dire un drone qui a la capacité de décoller et d'atterrir verticalement. Mais le VTOL ici, on parle d'une technologie plutôt que d'un procédé en fait. Et de ce fait, le VTOL, lui, il peut décoller sur une petite superficie, atterrir sur une petite superficie. Et quand il fait sa mission de vol, il plane. Maintenant, il y a une phase de transition entre le décollage et la réalisation de la mission. Donc, le passage donc, du drone à voilure fixe à un drone à voilure tournante. Donc, drone à voilure tournante, drone à voilure fixe. Et le contraire également au moment de l'atterrissage, en fait. Donc là, je vous explique un peu. Différents types de capteurs également, parce qu'on parle de photographie aérienne. On ne peut pas parler de photographie aérienne, donc sans pour autant faire appel à un appareil photo, parce que votre drone sans appareil photo,
ça ne sert à rien en topographie. Donc, il faut forcément un capteur. Ce capteur, ça peut être une caméra multispectrale. Une caméra multispectrale, c'est une caméra qui a différentes longueurs d'onde. Donc, il peut voir dans le bleu, le vert, le rouge, par exemple, le bord rouge, le vert, et d'autres canaux également. Donc, c'est une caméra qui a 6 canaux. On peut trouver d'autres qui ont plus de 6 canaux. Et même, il y a des caméras hyperspectrales, donc qui sont souvent incorporées dans les satellites. Caméra thermique également, donc qui a une capacité de voir dans l'infrarouge, donc qui est comme un capteur actif en fait, qui peut fonctionner de jour comme de nuit. Et il y a l'appareil qui est le plus utilisé, c'est un appareil photo numérique. Donc l'appareil photo numérique, donc c'est une caméra qui donne des images dans le visible, donc en couleur avec les 3 couleurs fondamentales, donc le vert, le bleu et le rouge, donc RGB. Et par là, j'ai envie de vous poser une question parce que souvent, beaucoup n'ont pas le distinguo. C'est quoi la différence selon vous? 2 personnes uniquement, ils ont la réponse. Donc, c'est quoi la différence entre la photogrammétrie et la télédétection? Parce qu'on peut faire de la télédétection par drone. Donc, qu'est-ce qui différencie la photogrammétrie de la télédétection selon vous? Bonjour. Oui, bon. Donc, la photogrammétrie, ici, on utilise pour des masses sanitaires. On ne peut pas faire de la télédétection par drone. Non, je ne pense pas. Ah ouais. La télédétection, c'est l'acquisition d'informations en contact direct avec l'objet. C'est ça la télédétection, non? C'est quoi? Acquisition à distance, en contact avec l'objet. Ok. Un drone, il fait de l'acquisition à distance, il n'est pas en contact avec. Allô? Oui, Oui, en fait, on peut dire que la télévision cherche à déterminer la nature des objets, cherche à déterminer. à déterminer la nature des objets à distance en utilisant des barrières qui seront équipées de capteurs ou bien d'appareils photographiques. Alors que la photogrammétrie, au même titre que, la télédétection, lui, pour aller au-delà. Donc, pour, à partir des images satellitaires, déterminer la nature des objets, et également leur forme et leur dimension. D'accord. Tu as parlé d'une chose très importante. Comment? Tu as parlé d'une chose importante en finissant, c'est forme et dimension pour la photogrammétrie. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la photogrammétrie et la télédétection? Sur le principe, les deux peuvent être identiques en fait en matière d'acquisition de données. Et après, la différence va se trouver au niveau de l'analyse des données qu'ils ont en fait. La photogrammétrie va s'intéresser généralement de l'information géométrique. Donc, ce qu'on va faire, ce que vont faire les topographes, ce que vont faire les géomatriciens d'habitude pour numériser, etc. Et la télédétection, au-delà de l'information géométrique, va s'intéresser également à l'information radiométrique, c'est-à-dire les réflectances des différents éléments qui sont présents au niveau des images. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez répéter? Je dis que lui, en finissant, il a une chose importante, c'est que pour la photogrammétrie, donc, chercher l'information forme et donc, en gros, la géométrie.
Pour dire que la photogrammétrie en fait, aérienne, généralement, on s'intéresse à la géométrie des objets. Les bâtiments, le sol, le relief. Donc, on s'intéresse à la géométrie d'objets. Alors que la télédétection, en plus de s'intéresser de la géométrie, va également s'intéresser à l'information radiométrique, en fait, des éléments près de l'image. L'information radiométrique, ce n'est rien d'autre que la réflectance de chaque élément. Donc, vous prenez par exemple la végétation ne va pas réfléchir de la même manière dans le bleu, ni de la même manière dans le vert, ni de la même manière dans le rouge. Et de ce fait, on cherche à trouver des bandes discriminantes pour essayer donc, de caractériser cette végétation. Les gens font des calculs d'indices, l'indice le plus connu ou que vous avez déjà entendu parler, le NDVI, qui se base sur le proche infrarouge et le rouge. Donc, on cherche à discriminer des éléments présents au niveau du sol ou bien au niveau de l'espace aérien, qui peut être élevé en fait, pour dire. Donc, ça, c'est la photogrammétrie et la télédétection ne cherchent pas la même chose. Mais on peut retrouver de la photogrammétrie dans la télédétection. Comme on peut dire que la photogrammétrie est la mère de la télédétection. C'est bon. Alors, là, on va aller rapidement quand même parce que c'est une étape importante. Comment réussir une mission de vol photogrammétrique? En fait, il faut commencer à savoir c'est quoi ton objectif. Si c'est un projet, qu'est-ce qu'on te donne comme cahier de charge? Qu'est-ce qu'on te demande comme livrable? Est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'on te demande l'ortho-image? Est-ce qu'on te demande donc les points côté? Est-ce qu'on te demande un fichier de points X, Y, Z? Qu'est-ce qu'on te demande en fait? Ortho-image, modèle numérique de terrain, précis à quel point? Et là, il faut savoir qu'est-ce que tu as besoin. À partir de là, donc tu as ton objectif. Quand tu as ton objectif, maintenant, tu peux dérouler. Quel est le type de drone qui est adapté à mon objectif? Est-ce que c'est un drone à voilure tournante? Est-ce que c'est un drone à voilure fixe? Est-ce que c'est un hybride? Là, ça va être également, on peut en décider selon la superficie qu'on veut couvrir. On peut en décider selon la zone en question. On peut en décider également selon ce qu'on veut comme taille de pixels, etc. Quel type de capteur? Donc, ce qui revient à la taille du pixel que je viens de parler. Est-ce que c'est un capteur? Est-ce que c'est un capteur multispectral? Est-ce que c'est un capteur, donc c'est un appareil photonumérique à peine? Est-ce que c'est un capteur thermique? Donc, si je veux faire de la photogrammétrie, généralement, donc c'est l'appareil photonumérique qui est utilisé. Donc, un appareil qui nous donne des images dans le visible rapidement. Même si un capteur multispectral, donc ceux qui ont fait telle détection ont vu qu'on peut faire une composition colorée, donc pour retrouver l'image visible, mais qui ne sera jamais, jamais, jamais de la même précision ou bien de la même résolution. Par rapport à chaque longueur d'onde, la résolution spatiale de chaque bande va différer en fait. Ça m'est déjà arrivé avec une caméra multispectrale Airfan, où la résolution ou la distance focale est différente. Même si votre hauteur de vol est constante, votre résolution spatiale va différer. Et si vous faites une planification de vol simple, vous allez voir que plus quand vous changez votre Covadis, j'oublie le nom.
Et de ce fait, donc, vous passez des coordonnées locales, des coordonnées images, pour dire à des coordonnées terrain. Aujourd'hui, donc, j'ai vu une seule étude quand même qui a essayé de voir, d'optimiser en fait, de voir quel est le nombre de points optimal donc, dans une zone pour pouvoir avoir le meilleur ou bien la meilleure précision géométrique possible. Mais je pense que d'autres études devraient être également faites parce que ça va dépendre de la superficie. Ça va dépendre également de la nature du relief. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent, en tout cas, intervenir pour définir donc, le nombre de points de contrôle optimal, en fait, pour avoir la meilleure précision. D'autres qui vont mettre une qualité vraiment optimale, donc haute ou très haute. Qu'est-ce que ça va changer, en fait? Ça va jouer après sur votre modèle 3D. Pourquoi ça va jouer sur votre modèle 3D? Celui qui va faire la qualité haute, il va rechercher le plus de points homologues possible. Donc, de points communs entre différentes images possibles. Et donc, ça, ce sont des points qui sont directement obtenus à partir des images, qui ne sont pas interpolés. Mais celui qui fait la qualité faible, il va obtenir le moins de points. Peut-être qu'il va avoir 200 000 points. Celui qui va faire haute, il va obtenir 1 million de points. Donc, lui, il a 1 million de points. Au niveau de sixième, l'autre en a 200 000. Mais ils ont la même zone d'étude. Donc, celui qui a 1 million, s'il doit atteindre, par exemple, 2 millions de points, il lui reste que 1 million de points. Mais celui qui a 200 000 points, il lui reste près de 1 800 000 de points à atteindre. Donc, il va y avoir 1 800 points interpolés au niveau de la phase nuage de points denses, où on va faire une interpolation. Et quand il va avoir 1 800 points interpolés, sachant qu'une interpolation n'est jamais parfaite, c'est des points qui sont prédits. C'est des points qui sont prédits, excusez-moi, donc une estimation par rapport aux points obtenus en alignement des photos. Donc, il a tendance à avoir plus de biais par rapport à celui qui a déjà 1 million de points. Donc, un nuage de points qui est relativement dense. Et de ce fait, son interpolation va être beaucoup plus précise parce que l'interpolation, donc, c'est les plus proches voisins. Et il y aura plus d'informations en fait, entre 2 points voisins, 3 points voisins que l'autre qui a 200 000 points. Et donc là, au final, en fait, vous n'allez pas avoir un bon modèle 3D et l'ortho-image qui est dépendant du modèle 3D ne sera pas assez représentatif, en fait. Souvent, ça, beaucoup de personnes n'en tiennent pas compte parce qu'ils ne font pas attention à ce processus. Une corrélation, ce n'est pas la même chose qu'une interpolation. Donc, mieux vaut jouer sur la corrélation et avoir le maximum. Par exemple, moi, je ne me casse pas la tête, j'optimise la corrélation. Et pour le nuage de points denses, je minimise en fait. Je peux faire un nuage de points denses avec une qualité moyenne sans m'en soucier parce que je suis sûr d'avoir assez de points pour avoir un bon modèle en fait. C'est souvent des modèles qui savent qu'un modèle plus tu as de points, plus le modèle peut être robuste en fait. Et maintenant, on parle d'apprentissage automatique, bien deep learning, etc., intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Je suis allé trop vite. Il y a l'aérotriangulation qui passe, ou bien l'orientation absolue également, où il s'agira, donc, après l'alignement des photos, si on a des images géotaguées, et donc de pouvoir faire la correction géométrique, donc de caler optimiser le projet. Ensuite, donc, générer le nuage de points denses, le maillage 3D, les différents modèles 3D, donc le MNE, le MNT et le MNS. Pour Agisoft, on n'aura que le MNE. Pour Pix4D, vous aurez le MNS et le MNT. Et à partir de là, vous faites votre ortho-image. Donc, qui va se baser sur un modèle 3D et vos images de points. Et après, si vous avez votre ortho-image, c'est à vous de définir l'application que vous voulez en faire. Alors, actuellement, il y a des drones qu'on appelle les Phantom FK, donc qui ont une base, donc qui peuvent être relatifs dans le sens où la base
se comporte comme un récepteur, comme votre base normale donc en topographie. Et votre drone se comporte comme le mobile. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que selon vous, c'est possible de réaliser des prises de vue aériennes sans point de calage pour des applications topographiques? Est-ce qu'on peut vraiment vouloir faire des applications topographiques et ne pas utiliser de point de calage? Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, si vous n'avez pas compris également, on peut en revenir. Oui. Qui veut parler? Il y a Fatou Bintou Diop qui lève la main. Fatou Bintou, tu veux parler, hein? Oui, Mansour. Oui. Oui, c'est possible, mais l'esprit d'un topographe, c'est toujours de contrôler son modèle. Le contrôle, oui. Oui. Oui, mais tu peux mettre des... Ok, d'accord. Donc, vous pensez que c'est possible de réaliser des prises de vue sans point de calage et bien sûr sans drone RTK? Parce que le drone RTK de base, donc c'est ça, son esprit, donc de nous départager, de nous... Est-ce que c'est départager le verbe? C'est pas départager. Marco, Oui. c'est vrai que bon, certains défendent l'idée que c'est possible, mais je pense que ne pas faire des risques niveau avoir des points de calage. Parce que quand même, c'est une technique qui n'est pas encore consommée à 100%. Effectivement. Pour ceux qui ont déjà utilisé des drones RTK, moi par exemple, j'ai constaté que quand tu fais le vol de drone et tout, et que tu mets des balises à la fois, si le principe est bien respecté, les coordonnées que tu vas intégrer pour faire ton géoréférencement doivent correspondre exactement au niveau de ton balisage en fait. Il ne doit pas y avoir d'écart. Parce que si l'image est bien géoréférencée en utilisant donc, un récepteur GNSS qui est le DRTK2, donc des drones RTK, bon, normalement, on ne doit pas avoir de différence entre un point mesuré sur le terrain et un point mesuré au niveau de l'image. Ou bien la différence, donc il y en aura toujours un écart, mais l'écart doit être vraiment faible. Mais vous allez constater une fois que vous l'aurez fait que ça ne sera jamais similaire et qu'il y aura toujours un décalage. Ça ne sera pas un décalage de 10 mètres, il peut être métrique, le décalage, bien sûr, peut être métrique. 1 mètre, par exemple, parfois centimétrique, parfois décimétrique. Mais tout dépend, en fait, des conditions de prise de vue. Pourquoi? Parce que ce qui va différencier, en fait, c'est qu'un topographe normal, quand il utilise une base et un mobile, et qu'il fixe sa base, au niveau du mobile, donc quand il va se relever, il s'assure toujours de la verticalité pour pouvoir avoir des mesures exactes et éliminer des biais. Alors que le drone, lui, il suffit des mouvements. Il suffit des mouvements du vent, il suffit les mouvements, ce qu'on appelle les roulis tangage et lacets. Et de ce fait, ces prises de vue ne seront jamais à 100% verticales, en fait. Maintenant, je peux vous dire que certains ont cherché à faire ça, à ne pas utiliser donc des balises pour pouvoir géoréférencer. Et là, ils utilisent un récepteur normal, mais en post-traitement,
Donc, ça peut être un récepteur GNSS normal, donc votre lay card, mais uniquement une base, en post-traitement, et en connectant cette base en utilisant également un réseau permanent. Mais il y a toujours des problèmes. Il y a différents problèmes qui ont existé. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, les fréquences de mesure seront les mêmes? Il faut se l'assurer. Que la fréquence de mesure, donc, quand vous êtes en PPK, vous êtes en statique, donc il y a une fréquence de mesure de vos données. Cette fréquence doit être vraiment synchrone par rapport à la fréquence des prises de vue aériennes, parce que sinon vous aurez également un biais entre votre image, entre vos positions des pixels et vos corrections que vous devez faire ensuite avec les données brutes obtenues en PPK ou bien en temps différé pour être beaucoup plus simple. Et il y a également d'autres offsets qui sont des offsets géométriques, donc par rapport au fait que le centre de phase de bon, là je parle vraiment technique pour ceux qui ne sont pas topographes ou dans ces domaines. Donc le centre de phase de votre appareil va différer de la perspective de votre image. Et ça également, c'est une autre correction qu'il faut apporter. Donc de ce fait, ça des complexes qui font qu'aujourd'hui, il est difficile de pouvoir utiliser un appareil topographique, mais pas impossible. Je dis il est difficile. Il faut bien s'approprier des corrections uniquement. De pouvoir utiliser un appareil topographique et utiliser un c'est qu'on peut utiliser directement un réseau de stations permanentes connecté à un drone, donc qui va également se comporter comme une base, mais vous allez me dire que c'est la même situation, mais avec plus de stabilité quand même par rapport à une base quelconque, parce que la station permanente a plus de stabilité. Et il y a des mesures permanentes, donc la correction sera beaucoup plus précise. Mais la difficulté va se poser également par rapport aux lignes de base, parce que si la ligne de base est très importante, ça peut créer des biais. On peut recourir à une station virtuelle, donc les VRS, au niveau de votre zone d'étude. Bon, ça également, c'est pas donné à n'importe qui. Mais quand même, bon, avec les stations permanentes, ça amène plus de facilité. Après, ce que vous faites faire, c'est comparer stations permanentes et les drones RTK. Ce qu'on peut faire également, c'est utiliser les stations permanentes donc, qui nous dispensent donc, des drones de la base RTK, mais pas du drone RTK en tant que tel, mais de la base RTK. Et en mettant des points de contrôle pour mieux se rattacher en fait. Donc avec les stations permanentes, ça sera en utilisant le Encrypt, qui est un protocole de réseau via RTCM, donc en utilisant de l'Internet. Donc il faut avoir forcément, il y a également ce petit hic qu'il faut être connecté à Internet pour pouvoir faire ce processus. Est-ce que vous aurez la capacité de garder une bonne connexion Internet durant toute la mission de vol? Ça également, c'est une question. Parce que dès que la connexion coupe, sachez que vous n'êtes plus lié à aucune station permanente. Et de ce fait, vous êtes en absolu. Vous n'êtes plus en relatif. Et quand vous êtes absolu, votre précision devient métrique. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. N'hésitez pas à poser des questions. Alors là, je vous montre un peu ces vidéos. Je crois que vous voyez. Qu'est-ce que vous constatez là? Ce qui est en train de se passer. De tout ce qu'on vient de dire, bon, je répète la vidéo. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Vous voyez bien la vidéo, hein? Avec le bleu qui, comme une matrice qui se déplace. Ou bien vous ne voyez pas? Oui, on le voit bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en ici?
Qui a une idée? Je remets la vidéo une dernière fois. Donc là, c'est une mission où on a fait des vols croisés, des lignes croisées du moins. Donc des lignes horizontales et des lignes, bon, je ne dis pas horizontales, mais qui se croisent, ce qu'on appelle les cross grids. Donc là, c'est souvent quand tu donnes au modèle croisé parce que là, tu as 2 fois plus de points. Toi, tu t'intéresses au relief, donc il faut faire ce qu'on appelle les lignes croisées. Et donc, tu as 2 fois plus de points. Et en fait. Exemple simple, au moment de l'interprétation, si vous avez des points qui sont distants, qui va servir pour l'interpolation distance de 2 mètres par exemple. Et que au niveau de ces 2 mètres, il y a ce qu'on appelle, il y a un trou ou quelque chose qui fait une différence entre ces 2 points. Mais vous n'avez pas d'information au niveau de ce trou. Il n'y a pas de rien. En interprétant, qu'est-ce qu'il fait les plus proches voisins? Et plus proches voisins, qu'est-ce que ça veut dire? Le point qui est plus près de l'autre a presque les mêmes coordonnées. Donc ça ne bouge pas trop. Donc de ce fait, lui, il va avoir tendance à voir que le point qui va servir à l'interpolation et le point à interpoler, ils sont à peu près au même niveau parce que c'est des proches voisins. Ils se ressemblent en fait. Alors que dans la réalité, c'est faux. Au niveau du point interpolé, vous devez être à une altitude beaucoup plus basse ou à une altitude beaucoup plus haute que le point qui va servir à l'interpoler. Et donc, votre modélisation ne sera jamais bonne à 100%. Et surtout pour les éléments, vous allez voir que si vous devez modéliser un arbre et que vous n'avez pas énormément de points au niveau de cet arbre-là, votre arbre va paraître flou ou bien va avoir tendance à vraiment minimiser la forme 3D. D'où l'importance également de revenir à cette étape de corrélation. De ne jamais au plus grand jamais négliger cette étape.
des images drone, Dayhadi a pu avoir les points nécessaires en tout cas pour réaliser son projet de drainage des eaux pluviales. Donc en connaissant les points hauts, les points bas, le sens d'écoulement des eaux, quelque chose qu'un topographe ferait peut-être plus de temps, énormément plus de temps à faire, aurait plus de temps en tout cas à réaliser. Je pense que certains ont déjà fait ce genre de travail et ils sont conscients du temps que ça prenne quand tu veux utiliser un récepteur GNSS. Autre sortie également, quand tu veux faire une étude du relief d'une zone, quand tu veux étudier la morphologie de votre zone d'étude, que ce soit en MNP, MNS, c'est pas en agronomie, mais c'est en aménagement agricole, c'est important de connaître le relief du terrain, par exemple. Et donc, on peut utiliser pour avoir un bon modèle numérique de terrain en tenant compte de tout ce qu'on a à dire depuis le début, la réaction géométrique, la taille du traitement, etc., les corrélations, tout ce qui va avec. Et donc, vous pouvez avoir votre modèle 3D, connaître exactement quelle est la morphologie de votre zone d'étude. Récemment, il y a un projet qui est en train d'être fait, je ne vais pas citer les noms, mais ils sont en train de faire de s'intéresser en tout cas au relief donc de plusieurs en tout cas régions du Sénégal en utilisant un drone. Et je vous assure que si vous imaginez le temps que ça aurait pris pour un topographe de faire ça, un maillage par pas de 1 mètre même, c'est extrêmement difficile. Je ne vous dis pas si on vous demande de faire par pas de 50 cm. Alors que là, vous pouvez vraiment avoir un maillage très dense en fait. Chaque 1 cm pourrait avoir un point et avoir une morphologie très, très, très précise de votre zone d'étude. Donc, savoir les variations du relief. Après, vous pouvez en faire les études que vous voulez. Toujours, ça peut être comparé en fait par rapport à un relevé topographique classique. Mais quand vous prenez en compte de tout ce qui est correction géométrique, sachez que vous pouvez avoir un bon modèle 3D. Autre chose également qui peut être utilisée, ça c'est un projet que j'avais eu à faire. Donc c'était au niveau du port autonome de Dakar. Eux, ils avaient un besoin en fait. Il y avait un topographe, mais le topographe ne pouvait pas accéder à certaines zones pour pouvoir faire des relevés. Donc de ce fait, ils ont fait appel à moi pour faire un relevé par drone, pour faire sortir des dégradations en fait. Ils ont vu qu'au niveau du quai, il y a des dégradations, donc il y a des creux. Ils voulaient calculer le volume des creux pour savoir donc comment ils peuvent remblayer en fait, ou s'ils doivent déblayer. Donc j'ai utilisé le drone pour faire ça. Au-delà de ça, donc il y a des défenses, donc il y a des équipements qui sont au niveau du port également. Donc que ce soit des défenses, donc les défenses, c'est les formes de protection là, où se collent les bateaux en fait pour ne pas se frotter au mur. Donc ce qu'on appelle les défenses. Donc il y en a. Il y a les attaches également, là où on attache les bateaux. Donc ça, c'est des accessoires également qu'on devait récupérer les positions. Donc avoir un fichier de points avec les positions de chaque accessoire. Et ça, à partir d'une image obtenue par drone, on a pu réaliser ce travail. Le suivi des carrières également. Aujourd'hui, c'est un domaine en tout cas qui est très, 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 très demandeur en matière de drone. Parce que, je ne sais pas s'il est là, il y a Ousmane Takor qui pleut toujours, qu'il doit faire un relevé topographique, donc dans des zones où il ne peut pas faire un vol. Et de là, il doit faire un maillage vraiment très dense. Parce que là, il cherche d'estimer le volume, que ce soit un volume d'excavation, quel est le volume qui a été tiré du sol depuis le début de l'utilisation. Donc là, vous avez l'ortho-image de la zone et vous avez un modèle numérique. Et ça, c'est un modèle numérique de quoi? C'est quel type de modèle numérique ça?
De surface? De surface. Oui, c'est un modèle numérique de surface. Donc, vous avez le modèle numérique de surface et le modèle numérique de terrain. Non, l'ortho-image, je veux dire. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Le logiciel, lui, il va utiliser le modèle numérique de surface, mais également le modèle numérique de terrain pour faire la différence et calculer votre volume. Donc, il va faire le calcul de volume donc à partir de deux modèles numériques. Donc, le modèle numérique de terrain qui est le relief et le modèle numérique de surface pour avoir donc tout ce qui est volume d'excavation. Et ça permet à tous ceux qui sont au niveau du ministère de la Géologie et des Mines de pouvoir faire le suivi des carrières, de savoir est-ce que, en tout cas celui à qui on a confié cette carrière-là, il a pris le volume qui a été en tout cas mentionné au niveau du contrat. Donc, s'il a pris plus, là, il va devoir payer. Et de ce fait, habituellement, c'est des topographes qui font ça, calcul du volume. On peut le faire également par un scanner. On ne peut pas uniquement le faire par drone. Il y a les scanners également qui sont pertinents là-dessus. Il y a mon ami Taïbou Mbaye qui fait ça de l'autre côté. On peut également le faire par drone. Et le drone également, montre en tout cas des avantages énormes dans ce secteur. Donc ça, c'était au niveau du ministère de la Géologie et des Mines. Donc, où ils font un suivi des carrières, donc de leurs différentes carrières qu'ils ont données à des gens pour exploitation. Alors, une ou bien deux dernières questions. Pensez-vous que les méthodes classiques utilisées en topographie sont en train de disparaître au profit de l'utilisation des drones? Et un point qu'on ne peut pas aborder qui est le LIDAR, qui n'est pas de la photogrammétrie, parce que ce n'est pas une technique basée sur les images, mais plutôt basée sur des faisceaux laser, mais qui actuellement est en train également de prendre en tout cas une grande place en photo, pour des aspects topographiques en fait, pas photogrammétriques, mais pour une utilisation en topographie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la première question? Je suis enrhumé, excusez-moi. Professeur? Est-ce que les méthodes classiques sont en train de disparaître? Allô, Manso? Oui, vas-y. On peut dire oui, on peut dire ou non. Oui, pour certains qui maîtrisent la technique drone, ils ne vont plus utiliser photographique pour les révélations. Non, certains comme moi qui ont encore eu du mal à utiliser ce genre d'appareil, peut-être vont allier ces méthodes photographiques avec le drone. D'accord, qui dit autre chose? Bonsoir, Manfo. Oui. Bonjour. Oui, pour moi, les drones sont là pour renforcer tous ces techniques de la topographie. Oui, moi, je ne dirais pas que ça a tendance à faire disparaître les méthodes classiques, mais au contraire, ça vient pour faciliter les méthodes d'acquisition et le travail pour la topographie. Voilà. Quelqu'un d'autre? Manso? Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons les domaines comme l'environnement, quand nous prenons les domaines comme par exemple les mines ou bien les sites géologiques, aujourd'hui, on a constaté que les méthodes classiques ne sont plus adaptées dans ces genres d'études.
Et moi, je crois que j'ai eu à vivre cela hier avec le site de Coponine, où j'ai tenté à essayer de retrouver la morphologie du site de Coponine, mais les récents instables. Et je me suis rendu compte vraiment des difficultés que nous avons rencontrées avec ce secteur-là. Et j'en profite pour vous dire que vous serez félicité vraiment parce que nous voudrons avoir la morphologie du site de Coponine. Et aujourd'hui, avec la technique PS, c'est pas possible. D'accord, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pas possible, disons que c'est contraignant en fait. Mais comme l'a dit, je crois, celui qui a pris en tout cas, la parole tout à l'heure, je pense que c'est pour compléter en fait, mais je vais rien faire disparaître parce que la topographie, les techniques de base en fait, vous prenez un drone même, il va utiliser ces techniques de base en fait pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Il va se baser sur des systèmes de référence, il va se baser sur des positions. C'est un peu un complément en fait, et parfois un facilitateur en fait par rapport à certaines tâches. Mais de là à faire disparaître donc, les techniques classiques, parce que la topographie également s'adapte un peu à l'évolution, on peut le dire, parce que aujourd'hui, tout à l'heure, quand j'ai parlé de stations virtuelles, tout ça là, donc c'est des techniques en tout cas développées de la topographie. Peut-être que ce qu'on en connaît nous ici, donc c'est des techniques classiques. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est l'utilisation donc de récepteurs, etc. Mais vraiment, ça va beaucoup plus loin. Et je pense que les deux auront toujours tendance à se compléter en fait. Le drone aura toujours besoin d'aspects topographiques pour se contrôler, d'aspects topographiques pour se vérifier et pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Donc je pense même dans l'avenir qu'on va continuer en tout cas, un travail collaboratif entre les deux. Mais il y a certaines quand même choses aujourd'hui que les gens ne vont plus utiliser. C'est pour ça que j'ai dit pour certaines tâches, ça va faciliter. Parce qu'il y a des tâches où on va te demander de faire ça. Franchement, si tu dois prendre un récepteur GNSS pour faire ça, alors qu'en lieu et place, tu peux le faire rapidement avec un drone, bon, tu ne vas pas hésiter. Mais tu ne pourras pas le faire uniquement avec un drone parce qu'il faudra toujours baliser, qu'il faudra toujours se vérifier, compléter, parce qu'il y a des compléments. Il faut savoir que le drone a des limites, énormément de limites. Il y a des avantages, mais certains ne veulent pas parler des limites, mais il y a des limites. Par rapport à déjà tout ce qui est en dessous de la végétation, par rapport à des angles de prise de vue, les effets de l'ombre, tout ça, c'est des limites du drone et qui entraînent des distorsions en fait au niveau des images. La difficulté d'avoir des prises de vue totalement verticales, l'effet du vent, etc. Donc, c'est pas comme les satellites quand même avec les nuages, mais le drone n'est pas blanc comme neige. Et ça, il faut en tenir compte. Et parfois, il n'y a que les corrections en fait, qui sont faites au niveau terrain qui peuvent permettre de corriger ce qu'on a au niveau du drone. Donc, pour moi, il faut avoir tendance à allier les deux. Il ne faut pas utiliser l'autre au détriment de... Il ne faut pas privilégier l'autre au détriment de l'autre. Pas totalement en tout cas. Mais il faut avoir tendance à les combiner et à s'approprier également de ces technologies parce que les topographes jouent un rôle important en fait pour cela. Pour moi, ce que vous apprenez, ce qu'on apprend en photogrammétrie, en système d'information géographique, en cartographie, tout ça là, ça nous donne un léger avantage sur l'utilisation du drone par rapport à quelqu'un qui veut faire de la cinématographie ou qui veut faire de l'audiovisuel, etc. en fait avec ça. Donc, vous avez vraiment une place
prépondérante en fait sur l'utilisation des drones par rapport aux autres. Mais il faut savoir les combiner à ce que vous faites de manière classique et également bien comprendre cette technologie pour mieux l'utiliser en fait. La place du lidar, donc le lidar aujourd'hui, donc comme je l'ai dit tantôt, ça diffère, donc c'est pas de la photogrammétrie. Encore une fois, que la photogrammétrie est fondamentalement basée sur des prises de vue aériennes ou terrestres, mais c'est des photos, c'est des clichés. Quand on parlait de lidar, donc c'est des lasers. Le lidar, c'est quoi? C'est j'émets une lumière, donc c'est un capteur actif. J'émets une lumière qui va avoir un obstacle ou bien un objet quelconque. Ils interagissent, ils réfléchissent. L'objet en question va réfléchir cette lumière-là, cette longueur d'onde, qui va revenir maintenant à mon capteur. Et là, je pourrais enregistrer la donnée. Donc ça, c'est le lidar, Light Detection and Ranging. Donc c'est des faisceaux laser qui sont émis, excusez-moi. Et de ce fait, pour chaque élément du terrain, on peut avoir les données, les informations par rapport à ces éléments-là. Ça a un léger avantage par rapport au drone parce que de facto, on a un nuage de points et donc un traitement beaucoup plus léger ensuite. Donc le traitement photogrammétrique est vraiment beaucoup plus lourd que le traitement des données LIDAR. Parce que LIDAR, c'est les extensions LAS et LAS. Donc c'est un fichier de points qu'on a automatiquement en fait. Et ce fichier de points-là, souvent, sont combinés à de l'infrarouge. Et cela leur permet en fait d'avoir les meilleurs modèles 3D, les meilleurs modèles numériques de terrain, de surface qu'on peut en tout cas avoir en mission de vol aérien en fait. Pourquoi? Parce que l'infrarouge est connu également pour pouvoir discriminer la végétation qui a tendance souvent à poser problème pour un modèle numérique de terrain, pour avoir le vrai relief en fait, la morphologie de votre zone d'étude. Maintenant, pour passer maintenant de cette image ou bien de ces points en ton de gris à des points maintenant en couleur, il faudra combiner le lidar avec un appareil photo numérique. Ce qui se fait souvent maintenant, la combinaison du lidar avec un appareil photo numérique pour avoir maintenant une ortho-image de votre zone d'étude. Mais sachez que le lidar actuellement prend beaucoup de place également pour des applications topographiques. Mais c'est un capteur qui coûte très cher par rapport à un appareil photo. C'est pour ça également que ce n'est pas tout le monde, en tout cas, qui peut se permettre de l'acheter. Mais on va avoir tendance à aller dans ça, en fait. Pour moi, à l'avenir, c'est plus la photographie, mais c'est plus le lidar, en fait. Et également le radar de l'autre côté avec les satellites. Donc, il faudra très tôt, en tout cas, se familiariser avec ces notions-là pour être compétitif dans l'avenir. Autre application qu'on peut en faire également avec les drones, donc c'est de l'inspection. Inspecter des ouvrages d'art, donc de la géologie, de la culture, de l'hydrologie, etc. En fait, il y a tellement d'applications qu'on peut faire avec les drones. Et le cas, c'est ce que je fais moi, c'est appliquer donc les drones à l'agriculture. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire des modèles de prédiction du... Bonjour, monsieur Seri. Oui, bonjour. Voilà, excusez-moi de vous interrompre. Non, en fait, j'aimerais revenir un peu en arrière, comme vous l'avez si bien dit, au niveau des scanners laser, de lidar. Ah ouais, oui. J'allais même vous poser la question quand vous avez dit est-ce que les méthodes classiques allaient disparaître au profit des drones. Ma question, comme vous l'avez dit, dans
les estimations de volume dans les carrières ou dans les mines. Mhm. Est-ce que l'utilisation des scanners laser n'est pas plus efficace ou bien plus adéquat vu la précision qu'on veut par rapport à l'utilisation du drone? Et vous l'avez si bien dit de préciser que les drones ont toujours des limites. Mais je pense que par rapport au type de projet, à la tolérance et à la précision souhaitée, est-ce que les lidars aujourd'hui ne sont pas beaucoup plus efficaces et beaucoup plus précis que l'ensemble des autres techniques qui existent jusqu'à nos jours? Oui, Merci. effectivement, hein, comme je viens de le dire, en tout ce qu'il s'agit, parce que carrière, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir un bon modèle 3D. Si tu veux estimer le volume, il te faut forcément un bon modèle 3D. Si tu n'as pas un bon modèle 3D, ton calcul va être biaisé en fait. Donc de ce fait, aujourd'hui, par rapport au drone, si moi on me donnait deux choses, on me donne un lidar ou bien on me donne un scanner laser parce que les deux fonctionnent de la même manière. Comme je l'ai dit, c'est des faisceaux laser qui sont envoyés. Entre un drone et un lidar ou bien un scanner laser même, je prends un scanner laser en fait. Parce que pourquoi le scanner laser? Le scanner laser, j'ai énormément plus de points en fait. C'est un balayage qui est fait. À travers ce balayage-là, à travers donc les intervalles des points, etc., et la répétition, ce que j'ai en termes de points ne peut pas être comparé en fait que ce que j'ai avec un drone. Et c'est beaucoup plus précis du sens où que la correction des images, en fait, la correction géométrique des images déjà peut entraîner des biais. Donc, pour tout un processus, pour arriver à un nuage de points précis, tu peux perdre énormément de précision, alors que là, tu tombes directement sur un nuage de points précis. Donc, le mot là, le verbe là, j'ai cherché à le dire depuis tout à l'heure, départager ou je sais pas c'est quoi. Tu te passes en tout cas, tu te passes de tout ce qui est traitement de départ, donc pour aller jusqu'aux corrections géométriques. Et là, tu as directement ton nuage de points qui est précis. Donc oui, pour te confirmer ce que tu viens de dire, l'utilisation du lidar aujourd'hui est beaucoup plus adaptée. C'est pour ça que j'ai bien dit que ça prend beaucoup de place. Parce que déjà, pour l'aspect traitement, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est moins lourd que d'utiliser des images qui vont prendre énormément d'espace déjà. Le calcul, plus de temps, il faut une machine super puissante. Moi, j'ai une machine de 32 Go de RAM et ça rame toujours. Alors, je vous dis, donc de ce fait, si je pouvais avoir directement un nuage de points, c'est beaucoup plus facile en fait que d'utiliser des images pour en ressortir les points. Donc oui, utiliser un scanner laser ou utiliser un lidar est serait en tout cas beaucoup plus approprié pour l'exemple des carrières en fait et pour un modèle 3D quelconque qu'on cherche à avoir. Mais c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas donné à n'importe qui en fait. C'est ça l'inconvénient également du lidar, c'est que c'est très cher. Si je peux avoir quelque chose d'à peu près similaire avec un drone, je préfère acheter un drone à 1,3 million que d'acheter un lidar à quand même 20 millions ou plus. Aujourd'hui, les drones lidar vont jusqu'à 40 millions en fait. Donc, il faut les moyens en fait pour se l'approprier. Donc là, je disais que nous, on cherche donc à évaluer donc la variabilité de la production agricole en regardant un effet d'arbre. Il a été constaté que cet arbre-là influence la culture, donc en augmentant la productivité, plus on s'approche de l'arbre, et plus on s'éloigne de l'arbre, la productivité diminue. Donc là, on cherche à voir donc l'effet de l'arbre sur la culture, donc avec différentes placettes qui sont placées. Et donc, avec des images drones, on peut faire cette estimation du rendement agricole, en fait. Donc, pour aider un peu les agriculteurs à optimiser en tout cas leur productivité et en tout cas espérer assurer la sécurité alimentaire au Sénégal et en Afrique notamment. Ce qui met fin à cette présentation qui a été très longue quand même. Mais j'espère que ça a été instructif pour vous.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des choses à ajouter, parce que peut-être j'ai dit des bêtises, je suis apprenant comme vous. Et j'apprends toujours, donc. Et j'espère, j'ai appris de vous et j'espère apprendre encore de vous encore avant la fin de cette présentation. Merci. Merci, Mansour. Merci. Ça a été très instructif. On a appris beaucoup de choses. Mais fin à la séance d'aujourd'hui. Merci encore à vous, Mansour. Et merci à tous ceux qui Non, mais ont il faut participé poser à des cette... questions. Hein. Ah, d'accord, je pensais que c'était fini les questions là. Donc, on patiente. Ah, bon, s'il y en a, en fait, ça dépend. Moi, ça me dérange pas. D'accord, donc on attend les questions. Hein. Qui dit elle ne parvient pas à désactiver son micro. Bah, si tu as une question, tu peux l'écrire. Merci. Monsieur Dienne, j'aimerais vous poser une question. Tantôt, tout au long de votre exposé, parfois on entend ortho-image, parfois aussi orthophoto. J'aimerais que vous m'éclaircissiez sur ces deux notions, si c'est possible de dire les deux aussi, voilà. Le bon terme, c'est orthophotomosaïque. Tout ce que je dis, c'est la même chose. Ortho-image, orthophoto, mais le bon terme, c'est orthophotomosaïque. Tous les images brutes avec l'intégration du modèle 3D. Il faut forcément un modèle 3D pour avoir l'orthophotomosaïque. D'autres questions? Oui. Excusez-moi de vous revenir tout à fait au début parce que voilà, j'ai pris le train en marche. Juste pour au niveau de l'orientation de la photogrammétrie. Pourquoi l'orientation est-il la première étape? Pourquoi l'orientation interne est-il la première étape de la photogrammétrie? Pourquoi c'est la première étape? Oui. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'orientation interne? Est-ce que tu peux me dire ce qu'on fait au niveau de l'orientation interne? Qu'est-ce qu'on fait au niveau interne? Oui. C'est quoi l'orientation interne en fait? C'est juste essayer de référencier, de géoréférencier les images dans l'espace. Non, géoréférencé, tu dis? Le géoréférencement, c'est au niveau de l'orientation absolue. C'est à l'orientation externe, qui est composée de l'orientation relative et l'orientation absolue. Parce que c'est au niveau de l'orientation interne. Qu'on fait la reconstruction des axes en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand on fait l'orientation interne, le point image, le point objet et le centre de perspective sont sur une même ligne droite. Donc ça nous permet déjà de trouver les points homologues. C'est une première étape en fait à la recherche des points homologues. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Et de ce fait, si on fait cette première étape pour la recherche de ces points homologues, ensuite on passe à la deuxième étape pour calculer la position de chaque pixel maintenant. Et là, on vient à l'orientation relative.
Et après, on vient à l'orientation absolue pour maintenant passer de ces coordonnées-là, de chaque pixel, qui sont des coordonnées au référentiel image, à des coordonnées au référentiel terre. Ok, tu vois. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, je voudrais savoir si vous pouvez revenir sur la différence entre la corrélation et l'interpolation. La corrélation, c'est entre des points identiques. Si A est corrélé à B, ça signifie que A est identique à une en tout cas, relation, je ne vais pas dire identique, mais à une relation. Maintenant, quand on parle de photogrammétrie, bien sûr, on va dire identique parce que c'est des points qui sont dans une partie commune, en fait. C'est des points similaires. Si A a une relation avec B et que la corrélation elle est de 100%, ça signifie que A est égal à B. Donc, si A est égal à B, donc A et B sont au niveau du même point et doivent avoir les mêmes coordonnées. Et donc, si on fait la corrélation, on recherche maintenant ces points-là, qu'on appelle les points homologues. Homologue, ça signifie des points. Quand tu dis que celui-là, c'est mon homologue, ça signifie que vous avez soit le même titre, si on parle président, mon homologue président, par exemple. Donc, c'est deux présidents qui se parlent. Donc, vous avez le titre, vous êtes au même niveau. Donc, ce qu'on appelle les points homologues. Donc, ça, c'est de par la corrélation d'une relation qui existe entre deux pixels. Maintenant, vous allez venir à interpolation. Interpolation, on part maintenant de ces points homologues pour prédire. Interpolation, ce n'est rien d'autre qu'une estimation spatiale. On essaie d'estimer de nos points qui ne sont pas réellement. Maintenant, ces points-là sont estimés à partir des points homologues. Donc, les points qui ont été obtenus par corrélation. Et c'est de là qu'on passe maintenant d'un million de points classés à 1 million de points, en règle de points, ce qui a coûté 2 millions de points. Donc, il y a 1 million de points qui ont été interpellés. C'est bon? C'est bon. Entre ces trois types de résolution que sont la résolution spatiale, spectrale et radiométrique. C'est quoi? C'est la distance minimale qu'on peut perceptible au niveau de l'image. Ça, c'est la résolution spatiale. Donc, souvent assimilable à la taille du pixel. La résolution spectrale dépend de deux choses. Du nombre de bandes, les bandes sont les canaux, et de la largeur des bandes. Donc, ça permet souvent de discriminer. C'est souvent ça qui est utilisé maintenant pour calculer les longueurs d'onde, pour calculer les indices. La résolution radiométrique maintenant va dépendre de la capacité du capteur à discriminer maintenant différents éléments selon leur valeur radiométrique, selon leur réflectance. Est-ce que sur la bande du rouge, par exemple, on pourra être capable de dire que ça, c'est du sol, ça, c'est de la végétation, ça, c'est de tel, ça, c'est de tel, ça, c'est de tel, en fait. Est-ce qu'on pourra le faire sur cette bande? Est-ce que le sol va réfléchir de la même manière que la végétation dans le rouge? Sinon, si les deux ne réfléchissent pas de la même manière, oui, donc on a une résolution radiométrique là-bas qui va nous permettre de pouvoir discriminer ces deux éléments. Mais si les deux réfléchissent de la même manière dans le rouge, ben, tu ne pourras jamais les discriminer dans le rouge. Comprendre. D'accord, merci beaucoup. C'est sensiblement lié
Parce que si tu entends bien ce que j'ai dit, tu vas me dire, donc est-ce qu'il y a une différence entre la résolution spectrale et la résolution radiométrique? Ces deux propos, c'est deux notions qui sont sensiblement similaires en fait. Parce que la résolution spectrale, plus on a des spectres, plus on a des longueurs d'onde, donc plus on aura la capacité de dissocier des éléments. Parce que peut-être la végétation va mieux réfléchir sur une autre longueur d'onde, peut-être le moins rouge, le moins infrarouge, je veux dire, au lieu du proche infrarouge. Et peut-être plus dans l'infrarouge thermique également. Moi, si j'ai un capteur avec 4 bandes, et celui qui capteur avec 10 bandes, ce que le capteur de 10 bandes peut discriminer, le capteur de 4 bandes peut pas discriminer. Celui qui a 30 bandes également. Et selon également les largeurs des spectres. Donc, plus tu as de bandes, la largeur les bandes est fine, elle est petite. Donc, plus on peut voir de petites différences en différentes longueurs d'onde. Là, je te parle de détection. Alors que si j'ai 4 bandes, donc la largeur des bandes est plus longue. Et moins je peux voir différentes longueurs d'onde. Donc, moi, je peux discriminer. Mais la résolution radiométrique va se refléter directement également à la réflectance. Et ça, c'est au niveau de la bande. Et par rapport au temps. Et souvent, ce qu'on prend pour une correction radiométrique, par exemple, on prend un tapis de référence, on calcule sa réflectance sur une bande, après on corrige l'image. Donc ça nous permet de passer souvent des valeurs absolues à des valeurs relatives. Donc les valeurs absolues, c'est des valeurs numériques qu'on appelle des DN. Et la correction géométrique va nous permettre de passer des DN là à des valeurs relatives en fait. Non, des valeurs relatives à des valeurs absolues, excusez-moi, c'est le contraire. On passe des valeurs relatives à des valeurs absolues. Température. De température, tout ce que vous voulez. Par exemple, moi, dans mon mémoire, le capteur infrarouge que j'utilisais, c'était un capteur qui est corrigé